Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Très heureux de vous retrouver et bienvenue dans ce 19h de ce vendredi 26 janvier à la une. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de la première ministre italienne Giorgia Meloni, dans lequel les deux parties ont abordé plusieurs questions régionales d'intérêt commun, notamment la conférence italo-africaine qui devrait se tenir à Rome la fin du mois en cours. Plus de précisions dans un instant. Et hier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité la sélection nationale de handball pour sa double qualification mondiale et à la finale du championnat d'Afrique des Nations 2024, les remerciant de cet exploit qu'ils ont offert aux Algériennes et Algériens. Et avec beaucoup de regrets et une profonde préoccupation, l'Algérie a pris connaissance de la dénonciation par les autorités maliennes de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, en prenant acte de cette décision dont elle tient à relever la gravité particulière pour le Mali lui-même et pour toute la région qui aspire à la paix et à la sécurité. Et puis la Cour internationale de justice a enfin rendu son verdict dans le génocide à Raza perpétré contre des civils, ordonnant de prendre des mesures immédiates et fournir des services de base et de l'aide humanitaire aux Palestiniens. Pendant ce temps-là, la guerre génocidaire sioniste se poursuit à Raza à son 112e jour et le bilan est toujours provisoire. Il fait état de plus de 26 083 martyrs, pour la plupart des femmes et des enfants. Et au Maroc, le Merzen est actuellement au centre d'une enquête majeure sur la corruption, mettant en lumière les liens entre un patron d'un célèbre club de football et un vaste réseau de trafic de drogue, dont des membres d'un parti gouvernemental. Et en parallèle de ce nouveau scandale, le Maroc est à nouveau au cœur des manifestations intenses en raison des conditions professionnelles accablantes et une dégradation généralisée des conditions sectorielles. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, dans lequel les deux parties ont abordé plusieurs questions régionales d'intérêt commun, notamment la conférence italo-africaine qui devrait se tenir à Rome la fin du mois en cours. Lors de cette conférence, durant laquelle l'Algérie sera représentée par le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, il sera question de la relance du plan Mattei pour l'édification d'un nouveau partenariat entre l'Italie et les pays africains. Cet entretien téléphonique a été une occasion aux deux parties d'aborder le dossier de l'immigration clandestine et ont convenu de se rencontrer prochainement et d'intensifier les rencontres de coordination entre les deux niveaux et experts dans les différents domaines. Et hier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité la sélection nationale de handball pour sa double qualification mondiale et la finale du championnat d'Afrique des Nations 2024. Le président de la République a écrit sur son compte personnel sur les réseaux sociaux: merci pour cet exploit que vous avez offert aux Algériennes et Algériens, ce qui incombe aux responsables concernés de mobiliser présentement et à l'avenir tous les moyens au centre au profit de cette sélection afin qu'elle préserve sa performance, leur souhaitant plein de succès lors de la finale. Et l'Algérie a pris connaissance avec beaucoup de regrets et une profonde préoccupation de la dénonciation par les autorités maliennes de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, indique aujourd'hui le ministère, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale établie à l'étranger. L'Algérie prend acte de cette décision dont elle tient à relever la gravité particulière pour le Mali lui-même, pour toute la région qui aspire à la paix et à la sécurité, et pour l'ensemble de la communauté internationale qui a mis tout son poids et beaucoup de moyens pour aider le Mali à renouer avec la stabilité par la réconciliation nationale. Note la même source, l'Algérie a un devoir d'information envers le peuple malien frère. Ce dernier sait que l'Algérie n'a jamais failli à travailler à mettre en œuvre l'accord de la paix et de la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger avec sincérité et bonne foi,
et solidarité indéfectible envers le Mali frère. Le peuple malien doit aussi savoir et doit se convaincre que la longue liste des raisons invoquées à l'appui de la dénonciation de l'accord ne correspond absolument ni de près ni de loin à la vérité ou la réalité relève le même communiqué. En effet, il n'a échappé à personne que les autorités maliennes préparaient cette décision depuis bien longtemps. Les signes avant-coureurs de 2 ans ont été le retrait quasi total de la mise en œuvre de l'accord, le refus quasi systématique de toute initiative tendant à relancer la mise en œuvre de cet accord, leur contestation de l'intégrité de la médiation internationale, leur désignation de signataires de l'accord dûment reconnus comme dirigeants terroristes. Leur demande de retrait de la MINUSMA, l'intensification récente de leur programme d'armement financé par des pays tiers et leur recours à des mercenaires internationaux. Toutes ces mesures systématiques mises en œuvre et ont soigneusement préparé le terrain à l'abandon de l'option politique au profit de l'option militaire comme moyen de règlement de la crise malienne, affirme le communiqué. Le peuple malien frère doit savoir que les décisions aussi malheureusement et aussi malvenues ont prouvé par le passé que l'option militaire est la première menace à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali, qu'elle porte en elle les germes d'une guerre civile au Mali, qu'elle diffère la réconciliation nationale au lieu de la rapprocher et qu'elle constitue enfin une source de menace réelle pour la paix et la stabilité régionale, affirmant que le Mali a toujours besoin de paix et de réconciliation. Il n'a besoin de solutions que ne lui ont apportées par le passé que déchirement et destruction et même désolation. Répéter ces erreurs du passé, c'est prolonger indûment la tragédie et les malheurs pour le Mali et pour le peuple malien frère, souligne la même source. Et puis, dans le reste de l'actualité, ce vendredi, et selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté établie à l'étranger, l'Algérie a pris connaissance avec intérêt du prononcé de la Cour internationale de justice à propos de la requête déposée par l'Afrique du Sud en relation avec la commission d'un crime de génocide à Gaza. Relevons que cette décision porte témoignage de la justesse de l'initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a été le tout premier chef d'État appelé à une saisine massive des instances juridictionnelles, les internationales, de la multiplicité des crimes réprimés par le droit international humanitaire et perpétrés par les forces d'occupation israéliennes à Gaza. Dans le même sens, l'Algérie renouvelle sa haute appréciation et son soutien à l'Afrique du Sud pour sa saisine de la Cour internationale de justice qui vient de reconnaître de manière éclatante le bien fondé de sa démarche. L'Algérie, par ailleurs, considère que le prononcé de la Cour internationale de justice annonce le début de la fin de l'ère de l'impunité dont l'occupation israélienne a longtemps tiré bénéfice pour donner libre cours à son oppression du peuple palestinien, à la répression de l'ensemble de ses droits légitimes. Relevons que l'Algérie prend acte des mesures provisoires ordonnées par la Cour internationale de justice à propos desquelles l'occupation israélienne doit répondre à la Cour dans un délai d'1 mois. À cet effet, que la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies a été instruite par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de demander une réunion du Conseil de sécurité dans les plus brefs délais en vue de donner un effet exécutoire au prononcé de la Cour internationale de justice sur les mesures provisoires qui s'imposent à l'occupation israélienne. Fin du communiqué. Et l'actualité donc est marquée par les décisions prises et le prononcé de la Cour internationale de justice, saisie, rappelons-le, par l'Afrique du Sud, qui a enfin rendu son verdict dans le génocide à Gaza perpétré contre des civils innocents au vu et au su du monde entier. Si la Cour internationale de justice a ordonné de prendre des mesures immédiates, fournir des services de base et de l'aide humanitaire aux Palestiniens, elle n'a toutefois pas statué sur un cessez-le-feu auquel n'a cessé d'appeler le monde entier. Bader Amarni.
La décision tant attendue de la plus haute juridiction de l'ONU est rendue publique, appelant l'entité sioniste à faire tout son possible pour empêcher tout acte de génocide dans la bande de Gaza et à laisser entrer l'aide humanitaire sans pour autant ordonner un cessez-le-feu. L'entité sioniste doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire dont les Palestiniens ont un besoin urgent pour faire face aux conditions de vie défavorables auxquelles sont confrontés les Palestiniens, a statué la Cour internationale de justice. Par ces motifs, la Cour indique les mesures conservatoires suivantes. 1. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l'encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte entrant dans le champ d'application de l'article 2 de la Convention. Selon des témoignages recueillis par Canal Algérie, des politologues et des militants des droits de l'homme palestiniens, cette décision est au-deçà des attentes des Gazaouis et de toute la communauté internationale qui exige un cessez-le-feu. Certes, nous étions sûrs que les massacres que subissent les Palestiniens à Gaza ne seraient pas qualifiés de génocide. Néanmoins, l'espoir était fort pour une décision claire qui mettrait fin aux massacres et aux bombardements à Gaza. Une attente qui n'a malheureusement pas été satisfaite devant le tribunal. Ici, l'attente était grande et la déception au rendez-vous, car il n'est pas question d'un cessez-le-feu immédiat ou d'ordonner l'arrêt du génocide. La décision prise aujourd'hui est importante dans l'histoire de la cause palestinienne. C'est même une victoire pour les Palestiniens, car la plainte introduite a été acceptée. C'est un véritable coup politique, stratégique et juridique pour l'entité sioniste. Cette décision prise à l'unanimité par les juges démontre que cette justice prend ses responsabilités juridiques et que l'entité sioniste sera, tôt ou tard, condamnée par la Cour pénale. Le jugement a été symbolique, imposant des mesures d'urgence et l'acheminement des aides à Gaza. Cependant, jusqu'à présent, il n'a pas abouti à l'arrêt total des hostilités, ni à obliger l'entité sioniste à cesser le génocide. Il est crucial que des mesures strictes soient mises en place pour contraindre l'entité sioniste à arrêter ces crimes. Les décisions des instances internationales doivent être fermes et libérées de l'influence sioniste. Le retard de la Cour internationale de justice à émettre des résolutions contraignantes contre l'entité sioniste risque de pousser la situation vers une guerre régionale. Ce que personne ne souhaite d'ailleurs. Face à une véritable extermination du peuple palestinien, des actions décisives et courageuses sont nécessaires pour endiguer ces atrocités. Pour rappel, la procédure a été intentée par l'Afrique du Sud qui affirme que l'entité sioniste viole la Convention des Nations Unies sur le génocide de 1948 établie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La CIJ ne se prononce pas sur la question de savoir si l'entité sioniste commet un génocide à Gaza. Ce volet de la procédure peut prendre des années. Et à propos de ce sujet qui défraie l'actualité, nous avons en direct avec nous Monsieur Gamel Abina, militant des droits de l'homme depuis Paris et via l'application Skype. Monsieur Abina, bonsoir. Bonsoir. Alors, même si un cessez-le-feu et là où l'arrêt d'un génocide ne sont pas à l'ordre du jour, il faut dire que ce verdict aujourd'hui prononcé par la Cour internationale de justice est une première historique qui secoue aussi l'ego de cette entité sioniste. Tout à fait, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que la Cour internationale de justice, qui est née en 1945, est la plus haute juridiction judiciaire internationale. Ça a du sens. Elle concerne près de 200 pays sur la planète et surtout, lorsqu'elle rend une décision, c'est une décision à la fois judiciaire importante mais historique. Et aujourd'hui, l'État sioniste qui s'imaginait être au-dessus des lois se rend compte qu'il va être poursuivi, puisqu'on est au démarrage d'une procédure. Il va être poursuivi pourquoi? Pour crime de guerre, c'est évident, mais surtout potentiellement pour génocide et volonté, effectivement, de faire en sorte d'en finir avec la population palestinienne en la déportant
en faisant un nettoyage ethnique. Et les termes utilisés aujourd'hui dans la décision, non pas judiciaire, elle n'est pas encore rendue, mais sur les volontés de faire des mesures conservatoires pour protéger les Palestiniens, disent effectivement qu'il y a un problème de possibilité de la part de certains hommes politiques sionistes de vouloir exterminer la population avec des propos racistes qui sont répétés de façon récurrente, comme de dire que les Palestiniens sont les animaux humains, mais surtout, et c'est le plus important, de rappeler qu'il faut tout faire pour empêcher qu'il y ait un génocide. Donc, dans la logique des juges qui ont statué, 13 pays sur 15 ont été favorables à cela, eh bien, il y a une perspective de volonté génocidaire qui est clairement marquée. On n'a pas encore de décision, mais ça va dans cette direction. Voilà. Il faut dire que c'est un premier pas à saluer. Justement, je voudrais revenir sur les raisons historiques qui ont poussé l'Afrique du Sud, appuyée par plusieurs pays du monde notamment, et en premier lieu l'Algérie, à déposer plainte et cette saisine pour faire face à cette entité sioniste et la déclarer autant que criminelle de guerre. Oui, simplement l'Afrique du Sud a pour elle un passé qui est assez extraordinaire parce qu'elle a subi elle-même le racisme, l'apartheid, les discriminations, les massacres assez importants et récurrents durant toute la période coloniale qui étaient liés aux actions des colons occidentaux. On peut en parler aussi, il y a un parallèle avec la Palestine. Et il se trouve que les Sud-Africains qui se sont libérés en 1994 avec la libération de Nelson Mandela ont un souvenir très difficile de la relation entre l'Afrique du Sud et l'État sioniste. Parce qu'il faut savoir que le seul pays au monde qui systématiquement protégeait l'Afrique du Sud de poursuites internationales, c'était l'entité sioniste. Quelque part, il y a un passé commun, il y a une vision commune, et il y a une volonté effectivement de ne pas considérer un être humain pour être un être humain. Je prends l'exemple très concret, les Noirs africains en Afrique du Sud étaient considérés comme des sous-hommes. On observe à peu près la même chose en Palestine, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud, qui a eu le courage de poursuivre jusqu'au bout cette démarche pour faire en sorte que l'entité sioniste soit condamnée et qu'on est au début d'un processus qui va être long, il ne faut pas le perdre de vue, mais tout de même d'obtenir une décision de justice qui est favorable aux Palestiniens en demi-teinte. Évidemment, ils n'ont pas stoppé l'offensive, ils n'ont pas imposé à ce qu'il y ait des mesures coercitives pour en finir avec cette barbarie, mais ils montrent du doigt le traitement inhumain réservé aux Palestiniens au motif. Et ça a été rappelé d'ailleurs dans les décisions qu'il y a encore des otages, comme ils les appellent en Palestine, qui sont détenus par le Hamas, mais qui ne justifient en aucun cas ce massacre de masse, ces crimes de guerre, les bombardements des hôpitaux et la mort de près de, je vous donne un chiffre qui va faire froid dans le dos, on estime qu'il peut y avoir jusqu'à 50 000 personnes qui ont été exterminées, soit presque 2% de la population. Ce chiffre étant astronomique, la juridiction internationale ne pouvait pas faire en sorte de ne pas au moins tirer la sonnette d'alarme et dire à l'État sioniste arrêtez votre offensive, arrêtez cette guerre innommable et faites en sorte de protéger les populations et de laisser la possibilité aux Palestiniens de pouvoir accéder à des soins. Excellent. Merci beaucoup, Monsieur Gamel Abina, militant des droits de l'homme. Vous étiez en direct avec nous depuis Paris via l'application Skype. Merci pour toutes ces précisions et cette analyse. Merci. Et pendant ce temps-là, la guerre génocidaire sioniste en Palestine occupée et qui est aujourd'hui à son 12e jour et qui fait un bilan toujours provisoire, plus de 26 083 martyrs et 64 487 blessés, pour la plupart des femmes et des enfants, et provoqué d'énormes destructions et une catastrophe humanitaire sans précédent, nous dit Yasmine Messaoudi. Les bombardements continuent dans la région d'El Mawassi, à l'ouest de Khan Younes, ont contraint des centaines de Razaouis à se déplacer une fois de plus à la recherche d'un endroit où s'abriter. Nous vivons une situation très difficile. Nous sommes contraints de parcourir plusieurs kilomètres à pied. Ma famille est nombreuse et aucune voiture ne peut nous transporter. Nous avons constamment peur, moi et mes enfants. Nous pouvons mourir d'une minute à l'autre. L'entité sioniste ne fait aucune différence. Les Razaouis se trouvent dans une situation difficile, devant parcourir de longues distances sans avoir accès à des sources d'eau potable ni à des provisions alimentaires. Je n'ai pas de quoi nourrir mes enfants, même pas un morceau de pain à se mettre sous la dent. C'est une situation insupportable.
Le ministère de la Santé palestinien a indiqué que l'entité sioniste avait commis un nouveau massacre contre des Razaouis qui attendaient de recevoir de l'aide au sud de la ville assiégée de Raza, faisant 20 martyrs et 150 blessés. Le porte-parole du ministère a déclaré que l'occupant commet un nouveau massacre contre des milliers de personnes affamées qui attendaient de l'aide humanitaire à Raza en provenance de Rafah. Selon des organisations humanitaires, ce n'est pas la première fois que l'armée sioniste cible des rassemblements de citoyens en attente d'une aide humanitaire et de secours. Le ministre palestinien des Affaires étrangères et des expatriés a réitéré que les arguments et prétextes présentés par l'entité sioniste pour poursuivre leur massacre ne sont que mensonges. Et toujours dans l'actualité internationale et au Maroc, le Merzen actuellement au centre d'une enquête majeure sur la corruption, mettant en lumière les liens entre un patron du club de football, l'Wydad, et un vaste réseau de trafic de drogue, dont des membres d'un parti gouvernemental sont soupçonnés d'avoir facilité ces activités illicites. Et une affaire qui, en plus d'avoir engendré des critiques sévères envers les figures politiques impliquées, amplifie l'ampleur de la corruption au sein du royaume. Plus de précisions avec Malika Bellala. L'arrestation de 2 élus marocains, dont l'un est aussi le patron du club de foot Wydad, l'un des plus importants clubs de football d'Afrique, pour leur participation à un vaste trafic de drogue en Afrique, remet en lumière le fléau de la corruption dans le Merzen. Membre d'un parti au gouvernement, Saïd Nasseri, président du conseil préfectoral de Casablanca, et Abdelnabi Bioui, président du conseil régional de l'Oriental, en détention depuis leur arrestation le 22 décembre, ont été auditionnés par un juge d'instruction. Au total, 25 personnes, dont 20 sont incarcérées, sont concernées par cette enquête. Elles sont soupçonnées notamment de détention, commercialisation, exportation de drogue et corruption selon le parquet. L'implication du Merzen dans le trafic de drogue a été confirmée cette fois-ci par la police espagnole qui a annoncé jeudi l'arrestation d'un baron de la Mokro Mafia, une organisation criminelle d'origine marocaine établie aux Pays-Bas, accusé d'avoir dirigé un réseau de trafic de drogue ayant acquis au moins 172 propriétés dans le sud de l'Espagne. C'est la première fois que 2 figures politiques d'un tel rang sont impliquées dans une affaire de drogue d'une telle ampleur. D'autres élus ont par le passé été poursuivis ou fait l'objet d'enquêtes pour corruption, mais c'est l'affaire de Nasseri et Bioui qui incarne la gravité de l'évolution de la corruption au Maroc. Selon des responsables des ONG, la corruption au Maroc est devenue systématique et chronique. En 2011, les manifestants du mouvement du 20 février s'indignaient déjà ouvertement de la corruption qui semble s'être aggravée depuis. Monnaie courante dans les plus hautes sphères du Merzen, la corruption fait partie des pratiques politiques d'une diplomatie en faillite à l'échelle internationale. En témoigne le mandat d'arrêt international émis à l'encontre de l'ambassadeur du Merzen, Abdelrahim Atmoun, pour des affaires de corruption dans lesquelles sont impliqués des députés du Parlement européen. Un scandale d'envergure qui a secoué l'Europe et mis le Merzen sous les feux de la rampe. L'ambassadeur marocain est accusé de corruption et de pots de vin visant à renforcer l'influence d'un royaume en perte de vitesse à l'échelle régionale et internationale. Et dans l'ombre d'une crise sociale, le Maroc est à nouveau au cœur de manifestations intenses. Des conditions professionnelles accablantes et une dégradation généralisée des conditions sectorielles, alimentant les critiques et laissant les travailleurs en colère envers un gouvernement accusé de négliger les demandes sociales des citoyens. Des centaines de manifestations éclatant à travers le royaume, relevant les fissures sociales profondes dont font l'objet les Marocains. Le point avec Irina Louari. Au Maroc, la vague de protestations gagne en intensité, mettant le gouvernement d'Akhanouch sous pression face à une crise sociale croissante. Le syndicat national des finances, affilié à la Confédération démocratique du travail, appelle à manifester devant le ministère de la tutelle pour améliorer les conditions professionnelles des travailleurs. Dans ce climat tendu, l'Union nationale des collectivités territoriales et de gestion de Tiznit intensifie la mobilisation, dénonçant la détérioration des conditions sectorielles. Depuis novembre
novembre dernier, le secteur des collectivités territoriales est le théâtre de grèves successives dans toutes les villes du Maroc, accentuant les tensions palpables entre les travailleurs et le gouvernement marocain. Une situation devenue le reflet des profondes fractures sociales et des défis auxquels le ministère de l'Intérieur fait face, pointé du doigt et tenu responsable des impasses dans le traitement des revendications syndicales. Prévu le 8 février prochain, des manifestations et une grève administrative s'annoncent, portant sur des revendications salariales et des améliorations statutaires, avec la mobilisation de toutes les catégories de salariés exprimant leur colère face à un gouvernement accusé de négliger les demandes urgentes des citoyens et de suspendre le dialogue. Tout en allant de l'avant dans leurs revendications, les Marocains sont déterminés à faire de 2024 l'année de la colère. Et puis, retour chez nous, et en application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le parquet de la République, près le tribunal de Sidi Mohamed Pôle pénal spécialisé, informe l'opinion publique que dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le trafic illicite de drogue, et suite à des informations concernant un réseau criminel versé dans le trafic de drogue à travers certaines wilayas du pays, à partir de la ville de Tamanrasset, qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le service central de la lutte contre le trafic illicite et de drogue relevant de la Sûreté nationale. Les investigations se sont soldées par l'arrestation des 13 membres du réseau avec en leur possession 31 kg de cocaïne, 52 250 comprimés psychotropes et 2 kg de cannabis. En date du 25 janvier 2024, les mises en cause ont été présentées devant le parquet et une enquête judiciaire a été ouverte pour le trafic de drogue dans le cadre d'une bande criminelle organisée et blanchiment d'argent. À l'issue de l'interrogatoire, le juge d'instruction a ordonné le placement de 10 accusés en détention provisoire et un autre sous contrôle judiciaire, tandis que 2 accusés ont été libérés. Et puis un mot de sport, dernière journée de la phase aller du championnat national de football. 3 matchs ont été joués cet après-midi et ont vu le Paradou Athletic Club aller battre l'USM Khenchela en déplacement avec 2-1. Sur le même score de 2-1, l'Entente de Sétif a battu le CS Constantine et le Moudilé Club d'Alger consolide sa première place à la tête du classement en allant battre le MC Oran sur le score de 2-0. Et puis en France, le salon thermal international thermal se tient à Paris, dans la capitale. Un salon qui regroupe les acteurs principaux de la thalassothérapie et du thermalisme, entre autres. L'Algérie y prend part par le biais de plusieurs spécialistes du secteur et représentants d'établissements qui activent dans le domaine du thermalisme, nous dit AFF Belouchet depuis Paris dans cette correspondance. C'est dans un cadre particulièrement feutré, au très chic carrousel du Louvre, que quelques 250 acteurs du secteur thermal se sont donné rendez-vous depuis hier et jusqu'au 28 janvier. Ce salon s'adresse au grand public. C'est la 42e édition du Salon des thermalistes. C'est donc un salon sur la thalassothérapie, le thermalisme, le spa, le bien-être, aussi bien sur le prisme santé que sur le prisme mieux-être et wellness. Un rendez-vous avec lequel l'Algérie renoue cette année avec une présence très forte mettant en valeur ses joyaux dans le secteur. Et cette présence aujourd'hui démontre les efforts et l'intérêt prioritaire accordé par les plus hautes autorités de l'État, avec à leur tête M. le Président de la République. Faut-il rappeler que le secteur touristique est générateur de richesses, d'emplois, et nous y tenons et en même temps permettre de faire connaître le beau pays qui est le nôtre. Et c'est le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme qui est à la tête de cette opération de séduction envers des cibles au potentiel divers. Faire connaître la destination Algérie et avec tous ses atouts, spécialement, plutôt particulièrement pour le thermal vu que c'est un salon thermal, mais aussi développer la destination Algérie et essayer d'attirer des clients et faire connaître la destination Algérie avec tous les attraits qu'elle a. Reste qu'une catégorie de clients potentiels est particulièrement ciblée. Proposer à nos diasporas établis en France des formules pour qu'ils puissent, pendant leurs vacances, leur séjour en Algérie, venir profiter de nos stations thermales.
Donc on a l'ensemble de l'offre thermale ainsi que l'offre thalassothérapie algérienne qui est présente au salon. Et parmi les stations thermales les plus en vue, la presqu'île de Sidi Farj qui associe cadre féerique et qualité de soins. Les gens ont tendance à comprendre. S'il y a un spa en bord de mer, on se dit c'est une thalasso. Non. Nous puisons l'eau de mer à quelques mètres du centre. Nous la traitons et c'est avec elle qu'on fait les soins. Donc ça permet quand même à la personne de profiter au maximum de tous les oligo-éléments qui se retrouvent dans cette eau de mer. Une autre station, celle-ci millénaire, aux vertus reconnues mondialement, Hammam Sroté. L'eau, elle émerge à 97 degrés. C'est l'une des stations qui est connue de deuxième au monde pour sa chaleur. Donc elle est préconisée vu que sa composante chimique, elle est riche, donc elle a des vertus thérapeutiques. On traite avec les maladies rhumatismales, les maladies neurologiques, et les maladies, les affections cutanées chroniques et les problèmes de la sphère orale. Au-delà des soins, nos stations thermales varient les offres de bien-être, un autre axe de la politique marketing adoptée par le secteur. Voilà qui termine ce 19h préparé par Adel Bouhames et Nesselim Bessaïdi, réalisé par Mohamed Elias Tayeb. L'information revient sur Canal Algérie à 22h, l'édition anglophone. Demain, vous retrouverez pour le midi Nora Mokaddam. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le 19h. Bon suite des programmes sur Canal Algérie. Bonsoir.